Bonsoir, chers étudiants. Bonsoir, chers étudiants. Bonsoir, chers professionnels. On se retrouve une fois de plus pour la cinquième partie du module intitulé Transports internationaux. Donc, après la partie présentation générale, le choix du mode de transport, les nouvelles technologies terrestres, les nouvelles technologies maritimes. Dans cette cinquième partie maintenant, nous allons parler des nouvelles technologies aériennes, mais aussi nous allons voir comment la pandémie du Covid-19 a impacté les transports aériens sur le plan international. Mais avant cela, nous allons d'abord procéder à une petite présentation de ce mode de transport qui est caractérisé quand même par sa sécurité et sa rapidité. D'accord? Le transport aérien, vous savez que c'est développé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, au lendemain de la Première Guerre même, hein, le 20 mai 1927 avec Charles Lindbergh. Ensuite il y a eu les gens Mermoz, etc. Mais on peut remonter de très loin, hein, parler de la poussette d'Archimède, hein, les frères Montgolfier, les frères Wright, Clément Ader, hein, William Boeing, le groupe EADS, etc., etc. Alors, sur le plan international, nous avons plusieurs conventions qui réglementent les transports aériens. Pour le transport de marchandises, bien sûr, nous avons la convention de Varsovie qui est d'ailleurs très vieille, hein, plusieurs fois modifiée, notamment par le protocole de la Haye, notamment par le protocole de Guatemala City, la convention de Guadalajara, les 4 protocoles de Montréal. D'accord? Et en 1999, on a eu une nouvelle convention, dite convention de Montréal, qui est entrée en application le 4 novembre 2003. D'accord, qu'on appelle aussi convention de Varsovie 2. Pour ce qui concerne les organismes internationaux, nous avons l'Organisation de l'aviation civile internationale, créée le 7 décembre 1944 à Chicago, dont le rôle est de s'occuper de la sécurité de la navigation aérienne. Ensuite, nous avons l'IATA, International Air Transport Association, créée le 19 avril 1945 à La Havane, dont le rôle et de s'occuper de la qualité des services à bord des avions. Juste à titre de précision, tous les aéroports du monde ont un code OACI de 4 lettres et un code IATA de 3 lettres, bien sûr. D'accord? Ensuite, nous avons l'agence européenne Eurocontrol. Hein? Vous savez que l'OACI est une institution spécialisée des Nations Unies. Maintenant, l'OACI a un démembrement dans chaque continent. En Europe, nous avons l'Eurocontrol. En Afrique, nous avons l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, créée en 1959, mais complétée par le traité de Dakar du 15 octobre 1974. Et vous savez que la SECNA s'occupe de la sécurité de la navigation aérienne dans ces 6 zones qu'il couvre. Entre autres, Dakar terrestre, Dakar océanique, Niamey, N'Djamena, Brazzaville et Antananarivo. D'accord, ça couvre une superficie de 16 100 000 km² et dedans il y a environ 74 aéroports nationaux et à peu près 28 aéroports internationaux où la navigation aérienne est supervisée par la SECNA, bien sûr. Aux États-Unis, nous avons la Federal Aviation Organization qui s'occupe de gérer le trafic aérien au-dessus du ciel américain, si je peux le dire ainsi. D'accord? Alors, l'impact de la pandémie sur le transport aérien. Déjà récemment, en juin 2020, l'IATA a publié des prévisions. On doit s'attendre à une perte qui avoisinerait 84,3 milliards de dollars pour l'année 2020. Et ça, c'est énorme, c'est énorme. Et je pense que pour la première fois dans l'histoire de l'aviation, l'année 2020 sera une année catastrophique. Bien vrai qu'on est au 8e mois de l'année 2020, mais on sait déjà que ça va être catastrophique. D'accord? Là, on parle de moyenne de perte par jour de 230 milliards de dollars pour l'industrie du transport aérien. D'accord? Du côté de l'OACI, on parle de 10% du PIB mondial qui provient du tourisme et qui sera forcément impacté. Le tourisme, quand même, fait partie des secteurs les plus impactés par le Covid. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de touristes qui peuvent
Vous savez que l'activité touristique est une chaîne aussi, hein, passant de l'hébergement des hôtels, le transport routier entre les aéroports et les hôtels, mais sans oublier aussi le transport aérien. D'accord. C'est pourquoi il a été retenu que le revenu du secteur passager devrait diminuer de 214 milliards contre 612 milliards en 2019. Donc là, on doit constater que c'est la chute la plus spectaculaire du transport aérien, prévue de 18%, bien sûr. D'accord. Entre autres, pour les avions, coefficient d'occupation des sièges devrait s'établir de 62% en 2020 et perdre 20% car en 2019, on a enregistré 82% d'occupation des sièges. Donc, vous voyez que donc, aucun mode de transport n'a été épargné par cette pandémie du Covid-19. Parce que qui dit transporter dit déplacer de A vers B. Et vous savez que dans cette opération de déplacement, il y a beaucoup de risques. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes, beaucoup de personnes sont en masse et souvent ils sont côte à côte. Donc le transport fait partie des secteurs les plus vulnérables et les secteurs les plus sensibles quand même pour cette pandémie du Covid et du Covid-19. D'accord. Mais par contre, hein, les avions cargo, vous savez que les avions cargo, il y a moins de danger pour le cargo. Parce que même souvent dans les avions cargo, l'équipage, les personnes qui sont à bord dépassent rarement 8 personnes. D'accord. C'est pourquoi si on doit faire une comparaison avec 2019, 10 millions de, ça devrait diminuer de 10,3 millions de tonnes. C'est peu, d'accord, mais quand même une pénurie de capacité attribuée à l'absence de capacité de soude des aéronefs pour les passagers coulés au sol. Mais le fret quand même a enregistré, le revenu du secteur du fret devrait atteindre 110 milliards en 2020, une hausse de 102 milliards par rapport à 2019, d'accord. Ensuite, dernière précision, le cargo va représenter environ 26% des revenus de l'industrie aérienne contre 12% en 2019. Donc, vous voyez que donc, et par précision aussi, les avions cargo aussi ont joué un rôle fondamental dans la lutte de la pandémie. Parce que c'est les avions cargo n'ont pas cessé de voler. Hein. Ah oui, les avions cargo transportaient les masques, gel, respirateurs, hein, etc., etc. Donc, ils ont joué un rôle fondamental dans la lutte du Covid-19. D'accord. Enfin, pour voir comment les avions ont évolué dans le temps, nous allons voir quelques gros porteurs qui ont marqué l'histoire du transport aérien international. Nous commençons par le géant des géants, le plus gros avion au monde. Fabrication, je dirais pas russe, mais soviétique. D'accord. L'Antonov AN-225 avec ses 640 tonnes. D'accord. C'est le plus gros avion de l'histoire du transport. C'est un avion à usage militaire construit par les soviétiques durant la guerre froide. Cet avion est capable même de transporter une navette spéciale. D'accord. Ensuite, le plus gros avion civil de l'histoire du transport aérien, bien sûr. D'accord. L'Airbus A380-800 avec ses 560 tonnes. Il peut transporter jusqu'à 853 passagers sur et faire 15 000 km sans escale, bien sûr. D'accord. Donc, c'est le plus gros avion civil de l'histoire. Mais récemment, la société Airbus nous a appris que la production a été arrêtée pour des problèmes de maintenance et surtout que beaucoup de compagnies aériennes n'ont pas pu suivre le rythme. D'accord. Le Lockheed C5, fabrication américaine aussi, avion à usage militaire. D'accord, avec ses 450 tonnes. D'accord, un train d'atterrissage composé de 28 roues, bien sûr. D'accord, un avion très utilisé par l'armée américaine pour le déplacement de matériel militaire. D'accord. L'avion le plus utilisé au monde, on l'appelle même The Queen of the Sky. D'accord, c'est une variante, hein, le 747-8 avec ses 442 tonnes. D'accord. Il a été lancé en 1969 par Boeing, mais il y a eu beaucoup de variantes. Hein, et cette variante a été lancée le 20 mars 2011. D'accord.
il est resté pendant 35 ans le seul gros porteur au monde. D'accord? C'est pourquoi on l'appelle the Queen of the Sky. D'accord? Il a été détrôné d'ailleurs par l'Airbus A380. L'Antonov AN-124, d'accord, avec ses 392 tonnes, d'accord. Il y a eu l'Antonov AN-124, ensuite il y a eu l'Antonov AN-225. L'Airbus A340 600X, 380 tonnes, d'accord. Il a été le joyau de l'Airbus, de la société Airbus avant l'arrivée de l'A380. C'est une version allongée de l'Airbus A340-300. D'accord. Le Boeing Dreamlifter, d'accord, c'est un 747 400 modifié pour le transport des pièces de la compagnie Boeing qui est basée dans l'état de Washington, à Seattle, bien sûr. D'accord. Ensuite, nous avons le Boeing 777-300, très utilisé par beaucoup de compagnies aériennes, avec sa masse de 351 tonnes. C'est un avion classique. On dit même que son turboréacteur est le plus puissant au monde. D'accord. Le MD-11 McDonnell Douglas, il a été produit par l'avionneur américain McDonnell Douglas qui a fait faillite en 1997 et qui a été absorbé par Boeing. C'est aussi un très long courrier capable de faire 12 670 km. C'est le dernier appareil que McDonnell Douglas a produit avant de faire faillite. D'accord. C'est une version allongée du fameux DC-10. On peut le reconnaître. Les avions de McDonnell Douglas, on les reconnaît grâce à leur moteur qui se trouve au niveau de la queue. D'accord. L'A380 MRTT, qui est un avion spécialisé pour la fourniture de carburant en plein air. Oui, c'est un avion spécial. On dit même que c'est un hors série. D'accord. Oui, il y a des avions qui sont capables de fournir du carburant en plein air. Vous voyez, ces avions disposent d'une perche qu'ils peuvent brancher sur l'autre appareil pour lui approvisionner en carburant, bien sûr. D'accord. Enfin, on va terminer avec la multimodalité et l'intermodalité. Alors, le transport est dit multimodal lorsqu'il implique au moins deux modes de transport. D'accord. Le transport multimodal s'est développé avec la nécessité d'assurer la continuité terrestre du fret maritime en simplifiant les manutentions portuaires. D'accord. Le transport multimodal, souvent il est assuré, géré par un professionnel qu'on appelle multimodal transport operator. C'est lui qui choisit les transporteurs, c'est lui qui a une obligation de résultat et qui doit répondre des fautes des transporteurs. Et souvent même, il y a un document qu'on appelle, ça peut être un connaissement de transport combiné, Combined Transport Bill of Lading, qui couvre la totalité du parcours, bien sûr. D'accord. Donc, le transport est dit multimodal lorsqu'il implique au moins l'utilisation de deux modes de transport pour un acheminement de bout en bout. Mais par contre, l'intermodalité, c'est un système de transbordement rapide permettant l'utilisation de moyens de transport complémentaires pour l'acheminement des marchandises. Et ces moyens utilisés, on les appelle des UTI, des unités de transport intermodal. Entre autres unités de transport intermodal, on peut citer la palette, le carton, la caisse, les fûts, les cadres, les conteneurs qui sont utilisés pour déplacer les marchandises tout en gardant cette intermodalité du transport. Donc c'est pourquoi on dit les UTI sont des structures amovibles permettant le chargement et le transport de marchandises. Par exemple, transport par rail, puis par route de conteneurs, de cadres, de palettes, de caisses, de fûts, de cadres, etc. etc. bien sûr. Donc en conclusion, on retiendra que les transports ont évolué, beaucoup évolué, mais l'évolution des transports a été stoppée quand même par la pandémie du Covid-19. On retiendra qu'en matière de transport, on est dans une lutte permanente contre les prix de charge, la recherche continue d'une sécurité accrue de moindre coût. On a tendance à recourir systématiquement aux procédés et techniques modernes d'emballage, de palettisation, de conteneurisation, qui sont autant d'axes d'efforts aboutissant à une logistique efficace. On se retrouve très bientôt pour les cas pratiques. Merci
et à très bientôt.